Bonjour Nicolas Seydoux. Bonjour. La culture est à l'humanité ce que l'amour est à la vie. Le cinéma, c'est 50 ans de passion pour vous, Nicolas Seydoux, qui êtes le patron de Gaumont, la firme à la Marguerite. C'est mythique, vous avez une vie à nous raconter, c'est chez Gallimard. C'est une passion totale, le cinéma, pour vous. J'espère que ce n'est pas que pour moi. Pour moi, c'est une certitude, mais moi, j'ai le sentiment que c'est une passion partagée par les spectateurs, qui, après 2 années de Covid, sont retournés dans les cinémas l'année dernière et qui vont au cinéma cette année. Donc, j'espère que cette passion, et l'idée de ce livre, c'est un peu de faire partager cette passion. Oui. Parce qu'une passion égoïste, ce n'est plus une passion. Oui. Mais alors, vous êtes derrière dans les coulisses, vous nous faites vivre ça avec souvent des personnages. Évidemment, on va parler de Piala, de Jean-Yann, Yves Robert, les Nakache et Toledano, les intouchables, les succès, parfois les échecs. C'est ça qui jalonne votre existence. Alors, d'abord, je crois que dans la vie, personne ne peut avoir que des succès. Celui qui ne raconte que des succès, il y a quelque part dans sa biographie un trou. On n'apprend que de ses échecs. Et moi, ma chance, c'est que quand je rate mon bac, je pense plutôt que je vais me faire engueuler par mon père pour appeler un chat un chat. Et il me dit, on n'apprend que de ses échecs. Et ça, je pense que pour moi, ça a été une chance inouïe. C'est que les échecs, il ne faut pas les multiplier. Oui. Hein. Ah ben, vous avez même échoué à l'ENA. C'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma. Je pense que sinon, je n'aurais pas été dans le cinéma. Il faut échouer pour faire du cinéma. C'est mieux d'avoir... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'énarques dans le cinéma. Vous êtes héritier Schlumberger. On s'imagine une grande famille comme ça, où tout vous est offert et vous allez vous lancer dans quelque chose qui est dingue, le cinéma. Il n'y a rien de plus risqué, finalement. Alors, attendez, tout est offert. Moi, je suis un enfant né en 1939. Donc, la formule, il est né avec une cuillère en argent. Sauf que les cuillères, je ne sais pas où elles sont. Je pense qu'elles sont cachées pour qu'elles ne soient pas barbotées par les Allemands. Et quant à ce qu'il y a dans la cuillère, il n'y a rien du tout. Il faut se faire à l'idée que la période de la guerre, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de chauffage, il manque les produits de première nécessité. Donc quand on dit tout vous est offert, ce n'est pas du tout la vie du petit enfant et du jeune enfant que je suis et que je serai. Par ailleurs, je n'ai pas du tout été élevé comme ça. Si j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir reçu une bonne éducation avec des critères qui sont ceux qu'on appellerait aujourd'hui, j'espère que le mot n'est pas trop dit, voilà, la morale, le respect de l'autre. Le respect de l'autre passant d'ailleurs par le respect de soi-même. On ne peut pas respecter les autres si on ne se respecte pas. Voilà, donc c'est pas du tout une vie d'un petit enfant qui regarde les choses et qui a tous les matins tout à sa disposition. Oui, mais c'est la vie d'un petit enfant qui va rêver en entrant au cinéma pour les premières fois. Et vous le racontez dans ce livre. C'est La Belle et la Bête. C'est une chose. Les premiers films qui vous marquent finalement. C'est-à-dire que je n'ai pas été au cinéma, que La Belle et la Bête, c'est tout à fait un hasard, puisque nous attendons mes parents qui reviennent des États-Unis et que le bateau a été retardé par la tempête et que notre grand-mère nous emmène voir dans le cinéma d'à côté de la gare Saint-Lazare La Belle et la Bête. C'est une chance inouïe. J'ai été terrifié, mais j'ai compris ce qu'était le cinéma et ce qu'il devait rester. Oui, vous avez compris qu'au fond, le cinéma, ça vous bouscule et que peut-être ça pouvait être une vocation pour vous. C'est une émotion immense que je ressens. Au fond, j'ai la chance d'avoir 7 ans, je n'ai pas 4 ans ou 2 ans. Et ça va me marquer pendant très longtemps, même si à cette époque-là, je continuerai à voir peu de films. Il faudra attendre, l'adolescence et l'étudiant pour aller beaucoup au cinéma. Oui, alors il y a des personnages. Jean-Pierre Assam, c'est les débuts, ça, c'est les premières rencontres. Personnage haut en couleur. Très haut en couleur, un formidable producteur qui a marqué le cinéma de son époque. Oui, qui va vous amener à rencontrer Jean-Yann. Absolument. C'est le succès de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça triomphe. Oui. Et donc vous arrivez derrière. Alors c'est vrai que Rassam est un personnage, on va dire qu'il aime la bouteille aussi. C'est un personnage, on dit, un peu excentrique. Hein. Disons-le. Oui. Disons-le. Et ça ne vous effraie pas. Vous dites, on va y aller. Écoutez, je crois que la chance d'avoir une solide colonne vertébrale vous permet de fréquenter les personnages qui sont ceux qu'on appelle les saltimbanques,
Et si c'est 50 ans de passion, c'est que j'ai été heureux de vivre au milieu des saltimbanques. Oui, alors bon, je disais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais derrière, vous faites le chinois à Paris, et ça ne marche pas. Il y a des échecs comme ça, et ça, c'est... Mais Oui, ce qui est vrai, c'est que Jean-Yann a commencé par des triomphes et que les films qui suivent sont moins intéressants. oui. Ça peut arriver. Un souvenir, parce que vous dressez des portraits. C'est vrai que Jean-Yann nous amène aussi à parler de Maurice Pialat. Il tourne Nous ne vieillirons pas ensemble. Il obtient la récompense suprême au Festival de Cannes. Il ne s'y rend pas. Le tournage a failli s'interrompre tellement il se haïssait entre Pialat et Yann. Vous vivez ça? Je sais pas s'il se haïssait, mais en tout cas, disons-le, sur le tournage, ça s'est très mal passé. Et je pense que si le film s'est terminé, c'est grâce à Marlène Jobert, qui, avec sa gentillesse, son charme, etc., d'abord a convaincu par sa présence les techniciens que le film allait se poursuivre, et le film s'est poursuivi, et pour finalement un triomphe de Jean-Yann, Oui. avec effectivement le prix d'interprétation. Oui, mais il n'ira pas le chercher. Ça, c'est Yann. Peut-être qu'il n'était pas disponible, mais Oui, ça, enfin, c'est un bon, autre alors, on sujet. voit bien qu'il y a certainement d'autres raisons, mais au fond, ça nous amène à parler de ces réalisateurs parfois tyranniques. Clouzot pouvait être tyrannique. On se souvient de Brigitte Bardot sur La Vérité, par exemple. Oui, disons qu'elle a fait une tentative de suicide. Je crois qu'il y a un sujet qu'on ne peut pas évacuer. C'est le fait que si vous avez une comédienne qui est de très bonne humeur, qui est en pleine forme, qui vient de plaisanter avec les techniciens, et que le rôle, elle vient de perdre son enfant, il est évident que le réalisateur va être amené à avoir une pression intellectuelle, culturelle, qui peut être très violente. Voilà. Et que on vient de citer un réalisateur, mais on pourra en citer de très, très, très nombreux. Je pense qu'il faut que nous soyons attentifs à cela. Oui. Pour autant, le métier de comédien, le métier de comédienne, c'est bien d'interpréter quelqu'un d'autre que lui-même. Oui, Donc oui. c'est un sujet. Mais on avait, comment dire, par exemple, Loulou, Pialat, on a vu, évidemment, des critiques sur la façon dont c'était tourné. Parfois, Pialat pouvait donner une claque à la comédienne pour qu'elle pleure. Écoutez, je n'étais pas sur le tournage. En général, Maurice Pialat avait plutôt des problèmes d'ailleurs avec les comédiens qu'avec les comédiennes, à l'exception de Sophie Marceau qui s'est exprimée. C'est elle qui a dit ça, ce qui a été très terrible pour elle, dit-elle aujourd'hui. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de réalisateurs sont des caractères difficiles, que ce soit avec les comédiens ou avec les comédiennes. Ce n'est pas une pression physique, c'est une pression culturelle. Oui. Elle existe. Oui, on disait un mot de Depardieu, parce qu'il était dans Loulou. Vous dites, c'est un très grand comédien, ce que vous écrivez dans ce... Je ne change pas d'avis sur ce sujet. C'est-à-dire, au fond, tout le reste, c'est Non. Oui. Attendez. S'il y a crime, puisque le viol est un crime, Gérard sera condamné comme n'importe lequel d'entre nous. Et à juste titre. Donc, bon. Deuxièmement, Gérard a eu des propos scabreux, Corée du Nord. Je veux dire que ne mélangeons pas le crime et les propos scabreux. On peut trouver les propos scabreux, et je les trouve scandaleux, mais ce n'est pas du tout le même sujet. Voilà. Oui. Ne mélangeons pas les propos. Et par ailleurs, je pense qu'il faut être très attentif de ne pas nous ériger en tribunal populaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas au cinéma de régler ces questions-là. On a C'est vu à la les justice. Césars, par exemple, les Césars... Je ne fais samedi. pas de Oui. commentaires sur les Césars. Je pense qu'à partir du moment où nous avons un problème de justice, c'est à la justice de traiter le sujet comme il doit l'être, c'est-à-dire de façon objective, la défense pouvant se défendre et l'accusation ayant tous les éléments qu'elle doit prouver. Oui, c'est vrai que être comédien ou comédienne, c'est parfois aller jusqu'au bout. C'est parfois rentrer dans des personnages, dans des situations, c'est parfois difficile à vivre. Vous avez cité le cas de Brigitte Bardot, ou peut-être Romy Schneider aussi a pu vivre des choses difficiles. Je crois que le métier de comédien est un métier très difficile, puisqu'il s'agit d'interpréter quelqu'un d'autre, de se mettre dans la personnalité de quelqu'un d'autre. Le comédien a son opinion. Et le réalisateur peut avoir une opinion qui est légèrement différente. Bon, il y a des comédiens qui ont tourné 20 fois la même scène, 30 fois la même scène. Et à l'opposé, je cite dans ce livre Michel Simon, qui doit être engagé par Sacha Guitry, et il dit à Sacha Guitry, « Maître, je ne sais pas si je suis bon à la première prise,
à la seconde, je suis mauvais, à la troisième, je suis exécrable. Et Sacha Guitry lui répond, dans la mesure du possible, Michel Simon, nous ne ferons qu'une prise. Et le film a été tourné en 10 jours. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous avez là un rapport de comédien à réalisateur qui est un rapport d'une exquise qualité. On aimerait que ce soit toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Oui, oui. On parle de films qui ont fait scandale, comme par exemple La Grande Bouffe, Marco Ferreri. Vous êtes derrière ce film scandale au Festival de Cannes. Nous ne sommes pas derrière le film, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, Jean-Pierre Assam ne travaille pas avec Gaumont. Mais si vous évoquez le sujet, moi je rentre chez Gaumont en 1974. L'année d'avant, nous avons 3 films. Emmanuel, Les Valseuses et Rabbi Jacob. Je pense que la plupart de vos téléspectateurs les ont vus. Oui. Aucun de ces films, on ne peut les tourner aujourd'hui. Rabbi Jacob est tourné, sort après la guerre du Kippour. Donc on est dans une situation où le Moyen-Orient va déjà très 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 mal. Eh bien, on ne peut pas tourner Rabbi Jacob non plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être extraordinairement attentif au fait qu'il ne faut pas que le cinéma, que la culture en général, s'invente elle-même des blocages par rapport à la création. On peut ne pas aimer un film, mais la culture, c'est l'ouverture à l'autre. C'est la phrase de Voltaire. Je me battrai pour que vous puissiez dire le contraire de ce que je pense. Eh bien, il faut rester dans le cadre de la philosophie des Lumières. Voilà. Oui, oui. Les Valseuses qui étaient déprogrammées de certains festivals aujourd'hui, des films de Bertrand Blier. Oui, non, mais peut-être pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons que nous avons évoquées très rapidement précédemment. Mais je dis qu'il faut être attentif de ne pas avoir un purgatoire des œuvres, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient musicales, qu'elles soient cinématographiques. Oui, oui. Et puis derrière, Toscan du Plantier, parmi les rencontres que vous faites, lui, il se bat, il dépense beaucoup d'argent pour des films. On pourrait dire un mot de Don Giovanni, de Joseph Losey, de cet opéra filmé au cinéma. Vous le suivez dans cette folie, on peut dire. Jean-Pierre Assam, je le connaissais un peu avant de rentrer dans le cinéma. Daniel Toscan du Plantier, je le connaissais très très bien, puisque c'est à Sciences Po que nous sommes rencontrés, nous avons fait Sciences Po ensemble, et après Sciences Po, nous ne sommes jamais quittés de vue. Donc je le connais depuis 10 ans, quand je l'appelle pour venir auprès de moi. D'abord, il ne s'agit pas de remplacer Alain Poiré, qui est déjà depuis une vingtaine d'années chez Gaumont, et qui a produit des films, prix Louis Deluc de l'année, La Gifle, qui va permettre... Claude Pinoteau, qui fait découvrir Sophie Marceau. Le même, qui va faire découvrir aux Français Sophie Marceau et Isabelle Adjani. Enfin, ce sera leur premier rôle important au cinéma. Alors, Don Giovanni, c'est très intéressant, parce que c'est comment tenter d'apporter le meilleur, donc le meilleur des opéras, au plus grand nombre. Avec cette idée, c'est que le service public passera tous les 3-4 ans systématiquement le film à la télévision, et l'idée que la musique étant universelle, nous n'aurons pas un succès comparable à celui de Rabbi Jacob, mais nous aurons partout un succès de qualité. Eh bien, le succès, il est en France, 800 000 spectateurs à l'époque, hélas, pas de succès international, et le service public a un peu oublié le film. Oui, oui, mais ça n'empêche pas que c'est un chef-d'œuvre. Moi, parfois, oui, Lorraine Mazel est extraordinaire, puis c'est une expérience. Au fond, le rôle d'un producteur, c'est justement d'aller vers ces extrémités, de suivre quelque part une sorte de folie, de dire oui, on va quand même y aller. Il ne faut pas que ce soit une folie, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai peut-être été un peu long. J'expliquais que j'avais un raisonnement économique qui me semblait imparable. Le raisonnement était faux. Mais il n'y avait pas du tout l'idée, on va perdre un maximum. Alors, pour Carmen, après, qui va attirer 2 fois plus de spectateurs que Don Giovanni, c'est l'opéra le plus joué au monde, Carmen. Eh bien, j'ai comme partenaire Marcel Dassault qui me dit « Nous allons perdre de l'argent, mais c'est bon pour la culture. » Nous n'avons pas perdu d'argent avec Carmen. Oui, on pourrait parler des heures des films que vous avez permis d'exister. Hein. C'est absolument incroyable, Nicolas Seydoux. Le Grand Bleu, tiens, par exemple. Besson. Alors, le Grand Bleu, c'est quand même une aventure folle. Oui, c'est une aventure folle. Et vous avez quelqu'un, Luc Besson, qui croit à son projet comme j'ai rarement rencontré. Enfin, tous les réalisateurs, tous les auteurs croient à leur projet. Mais là, on sent que c'est son projet, c'est sa vie.
Moi, ça, j'ai jamais mis la tête sous l'eau, je déteste... Mais plein de gens n'y croient pas, Nicolas Seydoux. Plein de gens n'y croient pas à ce film. Non, clair, personne n'y croit. Oui. Voilà, personne n'y croit. Luc Besson et Gaumont y croient. Et il y croit tellement que quand il ne trouve pas de comédien, parce qu'au début, les comédiens se disent, bon, on va aller nager dans une piscine. Mais non, il s'agit d'aller réellement un peu à moins de 15 mètres, à moins de 20 mètres, etc. Et donc tous les comédiens se défilent, et c'est à ce moment-là que je dis à Luc, c'est vous qui devez interpréter le rôle. Et du coup, ça le libère, et au lieu de chercher, entre guillemets, une star, eh bien, il va trouver quelqu'un qui est totalement inconnu à l'époque, qui est Jean-Marc Barr, pour interpréter... Incroyable. Phénoménal. Ouais. Jean-Jacques Benex, fragile. Ah oui. Fragile, qui supporte mal, lui, la critique, parce que c'est vrai que Besson, la critique ne l'épargne pas, au Festival de Cannes en particulier, mais Benex non plus. La critique l'étreint. Personne n'aime lire dans un journal que son film est nul. Quand vous avez la première page d'un journal qui, sur un film de Vrosi, première page, intégralement chronique d'une merde annoncée, je trouve que c'est quand même un peu violent. Un film ne mérite pas, surtout quand il s'agit de Francesco Rosi et chronique d'une mort annoncée. Donc, c'est comment dire, c'est tout sauf un film scandaleux, c'est tout ce... Bon. Donc, je trouve que de temps en temps, la violence de la critique devrait être un peu plus modérée. Tout le monde a le droit de ne pas aimer. Mais ça ne mérite pas la première page quand on n'aime pas. On va même accuser Benex d'avoir quasiment tué Yves Montand dans IP5 en l'obligeant à être plongé dans l'eau froide. Ça, c'est simplement scandaleux. Oui. Là, c'est dans l'eau froide, mais ça déborde de tous les côtés. Enfin, voilà. Je ne reviens pas là-dessus, mais pour Jean-Jacques Benex, c'est très, très dur. Et aujourd'hui, je pense que le sujet qu'a le cinéma, c'est comme, en général, les comédies sont systématiquement démontées. Il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui n'ont pas envie de s'attacher à la comédie. Or, le film qui a le plus de succès en France, ce sont toujours les comédies. Oui, qui ne sont jamais récompensés. Alors là, par exemple, la bande à Fifi, des gens comme ça qui triomphent, ne sont pas au César. Hein. Non. N'ont pas leur place. Et donc, au bout de 20 ans, de 30 ans, ils ont le droit à un César d'honneur. Oui. Moi, j'entends Georges Lautner, que j'ai eu la chance d'assez bien connaître à la fin de sa vie, disant pour la sortie du DVD des Tontons Flingueurs, j'ai à l'avant-première que je n'ai pas eu lors de la sortie du film. Et quand je vois les critiques au moment de la sortie des Tontons Flingueurs... Henri Chapier qui dit « Les Tontons Flingueurs, c'est nul, on va vite oublier ce truc-là, c'est vulgaire. » Et Jean de Baroncelli. Oui. Le critique du Monde qui était considéré comme relativement modéré. On voit bien que la comédie française n'est plus ce qu'elle était. Oui. Et puis vous parliez de Gérard Houry, parce que par exemple L'As des As, lorsque le film triomphe avec Bébel, il y a une tribune qui est signée qui dit ce film vole de l'argent à un autre film d'auteur. Je pense que là, je ne sais pas ce qui est... Enfin, vous avez plus de 20 critiques qui font un papier commun dans Télérama, parce qu'il y a un film qui ne trouve pas à côté son public, mais il faut se faire à l'idée que... Et Belmondo répond, quand j'ai fait Stavisky, j'ai pas trouvé mon public, je n'ai pas accusé James Bond de voler mon public. Voilà. Et là, hélas, personne ne fait un film en pensant qu'il n'y aura pas de public. Voilà. Nous cherchons tous le public. On écrit un livre en espérant qu'il y aura des lecteurs, on fait un film en espérant qu'il y aura des spectateurs et par la suite des téléspectateurs. Et que, on peut se tromper. C'est pas... Alors, c'est sûr que si vous sortez un film qui ressemble à un autre film et qui a un papier beaucoup plus fort que le vôtre, il faut peut-être le décaler de 15 jours. Mais sinon, plus il y a des films qui attirent le public, plus le public va au cinéma. Les films s'épaulent les uns les autres plutôt qu'ils nuisent les uns aux autres. Un de vos maîtres, vous le dites, c'est Godard. Et c'est vrai que c'est Godard qui va découvrir Bébel. Et quelque part, Belmondo, un mot sur Belmondo, qui était absolument un être, j'allais dire, somptueux, d'une générosité avec son public incroyable, vrai. Belmondo est un cas assez unique dans le cinéma français, puisque il va commencer effectivement à travailler avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Il va d'ailleurs travailler à peu près avec tout le monde. Et à un moment donné, je pense notamment à cause d'un film comme Stavisky, il veut rester un grand comédien populaire.
Et donc, il va faire des films où il fait lui-même les cascades, que certains critiqueront, mais qui attirent systématiquement le public. Et vous avez parlé de L'As des As, qui sera un triomphe, donc film de Gérard Houry. Et Gérard Houry est sur les Champs-Élysées, il y a des files d'attente devant les cinémas. Il dit, et alors, qu'est-ce que vous allez voir? On va voir le dernier Bébel. Oui. Bon. Et moi, j'ai eu la chance avec Sidonie Dumas, ma fille, qui était directrice générale de Gaumont. Nous sommes à Venise, où Belmondo reçoit un Lion d'Or d'honneur, et nous sommes dans les rues de Venise, où son fils Paul le pousse dans sa petite voiture, puisque malheureusement, il a eu un AVC. La tête va très bien, mais le corps ne suit pas. Et là, les femmes de 7 à 77 ans disent « Monsieur, est-ce qu'on pourrait prendre un selfie avec vous ?» Immédiatement, il enlève son chapeau, il enlève ses lunettes. C'est-à-dire que vous avez un charisme qui joue sur un homme qui est quand même handicapé parce qu'il était généreux. Et voilà. Ouais. Un mot sur un autre. C'est Delon. C'est triste de finir comme ça. Oh, c'est affreux. C'est affreux, surtout qu'en plus, là, c'est pas l'extérieur, c'est la famille qui se déchire. Alors, on voit bien que chacun voudrait être le plus proche. Tout ça se comprend. Mais quand on a... bon, voilà, Belmondo avait un alter ego qui était Alain Delon. Et quand vous avez en tête Le Guépard, le couple qu'il forme avec Claudia Cardinal, ou d'autres films comme Le Samouraï, qui sont tout à fait... Parce que les très grands comédiens, c'est ça, c'est de pouvoir être à la fois une sorte de... Voilà, ce qu'était Gérard Philippe, c'est-à-dire la beauté même sur le plan masculin, le charme même avec une des plus belles femmes de sa génération, et par ailleurs capable d'interpréter... Enfin voilà, Monsieur Klein, vous avez... pas toute la carrière de Delon, mais voilà. Et c'est ça, un très très grand comédien. Et je trouve effectivement d'une tristesse absolue ce qui se passe aujourd'hui autour d'Alain Delon. Mais lui, l'homme que vous avez connu, Delon, c'est un homme généreux, c'est un homme gentil. Écoutez, c'est la réputation qu'on lui a fait. Je ne vais pas rentrer dans ce... j'ai connu mieux Jean-Paul Belmondo qu'Alain Delon. La dernière fois où j'ai vu Alain Delon, c'était aux obsèques de Belmondo. Nous nous connaissons, nous nous respectons. J'ai une immense admiration pour le comédien. Voilà. Oui. Alors, les réalisateurs, on pourra dire un mot d'Yves Robert. Vous avez parlé tout à l'heure de Claude Pinoteau. Pour évidemment parler, vous l'avez fait, de Georges Lautner. Ce sont des gens absolument incroyables, ces metteurs en scène-là. C'est une génération bénie. Je ne sais pas si c'est un problème de génération. Peut-être un peu. Je pense que vous avez cité des hommes qui viennent d'horizons différents et qui cherchaient à réussir des comédies. Voilà. Parce que, alors, très souvent, vous avez derrière ces comédies des scénaristes, ce que n'aimait pas la nouvelle vague. Moi, je rappelle simplement que probablement le plus grand réalisateur de sa génération, qui est Fellini, travaillait souvent avec 4 scénaristes. Donc cette idée que quelqu'un puisse avoir les meilleures idées du monde, il va de soi qu'un réalisateur est nécessairement un auteur pour partie. Mais est-ce qu'il a toutes les meilleures idées? Pas nécessairement. Et donc vous avez très souvent derrière ceux que vous venez de citer, Jean-Loup Dabadi, qui lui alors va être propulsé au sommet puisqu'il sera académicien. Vous avez Jean-Marie Poiré. Ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis. Bon, vous avez Jean-Marie Poiré comme Francis Weber, qui l'un et l'autre seront scénaristes avant d'être réalisateurs, mais qui auront travaillé sur beaucoup de scénarios. Et moi, je crois qu'un film réussi, si vous voulez, c'est exactement comme une équipe de Formule 1. Il faut avoir des talents, mais il faut que tous ces talents ils fonctionnent très très bien ensemble. Parfois, les relations sont un peu compliquées entre la comédienne et le réalisateur, le comédien et le réalisateur. Ne pas croire qu'il n'y a que les comédiennes qui puissent avoir des problèmes. Et je ne parle pas d'agression sexuelle, je parle de pression psychologique. Parfois, les tournages sont compliqués
Et parfois, au contraire, vous avez une ambiance de rêve sur le tournage. Ouais. Ça peut aussi aller. Pour un mot de ce qui te faisait appeler le jardinier, Yves Robert, qui quand même de ce film merveilleux avec Philippe Noiret. Alors Philippe Noiret, que vous avez tellement bien connu jusqu'à sa mort. Hein. Et donc ça, c'est des moments d'amitié. C'est aussi comme ça que se fabriquent des films. Je pense que sur certains tournages, vous avez effectivement des relations amicales. Parce que l'ensemble de l'équipe, bon, et puis de temps en temps, vous avez des tournages tendus. Je cite dans le livre, quand je suis appelé pour me rendre à côté de Venise, à Vicenza, où Joseph Losey me dit, dans le temps et dans le budget imparti, je peux vous livrer le premier acte. Il s'agit de Don Giovanni, qui en a 2 pour ceux qui ne le sauraient pas, et que le second est plus long que le premier, c'est un petit souci. Mais voilà, c'est le cinéma aussi. Oui. Non, mais je disais Yves Robert, évidemment, le Grand Blond, tous les grands succès. Ça, c'est quelque chose qui fait que, oui, il y a cette personnalité derrière. Il y a d'abord un couple. Il y a un couple qui est Yves Robert et Daniel Delorme. Daniel Delorme, vous avez repéré tout à l'heure, en préparant cette émission, que vous aviez une mémoire absolument incroyable. Daniel Delorme, dites-vous qu'elle apprenait sa pièce de théâtre en rentrant à la campagne chez elle le soir après avoir joué une autre pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'elle conduisait, elle lisait le scénario, et quand elle arrivait chez elle, elle connaissait par cœur toutes les répliques qu'elle devait avoir. Bon, il y a des gens qui ont... Bon. Et Daniel ne jouait plus à la deuxième partie de sa vie, mais c'était elle qui gérait la maison. Bon. D'ailleurs, une caractéristique, c'est qu'elle pensait qu'elle était à l'heure quand elle était partie de chez elle à l'heure du rendez-vous. Ce qui fait qu'elle était systématiquement en retard, tout le temps et partout. C'est un couple exceptionnel qui, effectivement, nous a donné de La guerre des boutons à Souvenir d'enfance, de Marcel Pagnol, une filmographie absolument incroyable. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que très souvent, derrière cette filmographie, il y a un auteur, donc Souvenir d'enfance de Marcel Pagnol, et sinon, pour Les Grands Blonds, Francis Weber. Oui, incroyable. Tiens, un autre, Robert Lamoureux, comédien de cabaret, de théâtre. L'élégance. Incroyable, qui, Papa, Maman, la Bonne et moi, et puis un jour, il va y avoir la 7e compagnie. Oui. Alors là encore, les critiques, j'imagine, le démolissent. D'ailleurs, les critiques devraient être, me semble-t-il, de temps en temps un peu attentifs au fait qu'ils ne sont pas suivis par le public. Ça veut dire que quand vous avez un public qui se précipite, qui est lecteur de leurs journaux, peut-être que les critiques devraient dire voilà, moi je comprends très bien qu'on dise ce n'est pas mon type de film, je n'aime pas. Oui, mais c'est le type de film du public, parce que la opinion. 7e compagnie, c'est devenu culte, c'est un des films qui repasse le plus à la télévision. Oui, alors la chance, c'est que nous en avons 3, et comme je le dis assez souvent, l'avantage des 7e compagnies, c'est qu'elles permettent, quand nous avons un accident, eh bien, si Don Giovanni ne passe pas souvent sur les chaînes de télévision, les 7e compagnies, et je m'en réjouis, parce que... Mais vous êtes fier aussi de ce cinéma populaire-là. Ah non, mais attendez, on ne peut pas être responsable d'une société comme Gaumont, et je suis également fier de films qui parfois n'ont pas trouvé leur équilibre économique. Don Giovanni n'est toujours pas amorti. Oui. Bon, je suis très fier de Don Giovanni. Et de toute façon, à partir du moment où nous avons décidé de faire un film, c'est nous qui nous sommes trompés si nous n'avons pas eu le public. Parfois, le film n'est pas celui que nous espérions. Ça peut arriver. On peut... voilà, il y a incompréhension quelque part, et cette incompréhension, quand elle existe, eh bien, il est rare que le public suive. Oui, ce qui est incroyable dans votre parcours, c'est qu'Henri Langlois, je parlais tout à l'heure de Godard, fait partie de vos maîtres, fondateur de la Cinémathèque française. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, le cinéma au sens large. Mais le cinéma doit être pris au sens large. Je n'aime pas du tout l'expression « les cinémas ». Le cinéma, c'est côte à côte d'abord des premiers films. Heureusement qu'il y a des premiers films. Et puis d'autre part, des grandes comédies populaires, des films dits sur les sujets de société. On ne va pas embêter vos téléspectateurs, etc. Mais le cinéma, il doit couvrir l'ensemble du spectre de nos réflexions, en sachant qu'il y a des sujets plus cinématographiques que d'autres. Et la seule chose que je veux dire et répéter, c'est que rien n'est plus difficile que de faire rire son voisin. Et je pense qu'il ne s'agit pas de mettre de côté les problèmes,
Les journalistes qui vous ont précédé et qui vont vous succéder, ils vont parler que de ça, puisque malheureusement, le train qui arrive à l'heure n'est pas un sujet. Je pense que nous, dans le cinéma, nous devons permettre à chacun et à chacune de penser à autre chose, de rêver, et que la vie n'est pas si dure qu'on nous l'explique matin, midi et soir. Vous racontez par exemple Cousin-Cousine, incroyable parcours de ce film qui va se retrouver aux Oscars, Marie-Christine Barrault. Il y a des choses inattendues parfois comme ça. Ah mais je pense que nous ne sommes pas dans la fabrication de vaccins ou de roulement à billes. C'est dramatique si votre roulement à billes ne roule pas. Ça, c'est l'inattendu, c'est une catastrophe. Oui. Nous ne sommes que des enfants de l'inattendu. Un triomphe est inattendu, mais un échec. Alors après ça, on vous dit, mais oui, il y avait toutes les raisons. Mais on peut vous le dire pour Intouchable, Nakache et Toledano, Omar Sy, on savait que ça allait être un triomphe, non? Non. Le triomphe n'est pas prévisible. Le succès, vous voyez une comédie très bien faite, bon, mais qu'un film français d'abord trouve autant de public à l'étranger, c'est rarissime. Bon, parce que la comédie, c'est un mouvement d'horlogerie. Et déjà, nous ne réagissons pas exactement à la même vitesse que nos amis belges ou suisses, qui sont francophones. Vous parliez tout à l'heure de La Boum. La Boum, c'est un cas tout à fait exceptionnel. C'est un film qui attire 4 millions de spectateurs en France. À l'époque, Gaumont est installé en Italie. Les Italiens, les responsables de la filiale italienne ne veulent pas en entendre parler. J'impose la sortie du film. Le film fera presque 2 fois plus de spectateurs en Italie qu'en France. Pays, on pourrait penser qu'il n'est pas très éloigné de nos cultures. L'Espagne, quand le film a un succès en France, un succès en Italie. L'Espagne, 0. Toute l'Amérique du Sud, 0. L'Allemagne et le Japon, grand succès. Donc, si quelqu'un m'explique rationnellement, non. Voilà, c'est comment tout d'un coup un public, voilà, comment les Italiennes et les Italiens se sont emparés de La Boum, et comment en Argentine, j'arrive à ce moment-là, on me dit, monsieur, si vous continuez à nous envoyer des films comme ça, on ne prendra plus jamais un film Gaumont. Donc vous voyez... C'est incroyable. Non, ouais. Et pourtant, il y a en Argentine beaucoup d'immigrés qui viennent d'Italie. Oui, mais sur Intouchable, j'y reviens. Le succès vous a étonné, le triomphe mondial vous a étonné. Il faut toujours être étonné par un triomphe. Il ne faut jamais prendre comme acquis un succès et a fortiori un triomphe. Oui, bien sûr qu'il m'a étonné. Oui. Et évidemment que j'en suis enthousiaste. Oui. Alors, on peut le dire, vous avez loupé The Artist, Michel Hazanavicius. Vous l'avez loupé, celui-là. Oui. Il faut le dire. Oui, mais je le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pris ce film qui va finalement décrocher l'Oscar? Le risque pris par Dimitri Rassam était considérable. C'est un film muet. Oui. Voilà. Le fait est que le film a trouvé son public et a eu l'Oscar. Voilà. Et dans ce cas-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, bon sang, merde, on est passé à côté, Oui. Ce que je vais vous dire, Gaumont ne peut pas revendiquer tous les succès français. Oui. Il faut en avoir un certain nombre. Vous en laissez un peu à pâter à votre frère. Non, c'est pas. Jérôme Sédou. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive de se tromper. Mais passer à côté d'un succès, ça peut arriver. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est les grands échecs. Oui. Tiens, plein de souvenirs dans ce bouquin. Le téléphone rose, Pierre Mondy et Mireille d'Arc. Non, mais c'est pas ça que vous vouliez dire. C'est pas ça que vous vouliez dire. Ce que vous vouliez dire, ou ce que vous voulez me faire dire, c'est pourquoi Lino Ventura refuse ce rôle. Parce que Lino, qu'on avait vu dans La Gifle, là, il va pas vouloir être dans le téléphone rose. Il dit à Francis Weber, parce que c'est Francis Weber qui a approché Lino, Lino ne tombe pas amoureux d'une pute. Oui. Voilà. Et celle qui jouait la pute, c'était Mireille d'Arc. Et Francis Weber continue. Et Pierre Mondy est tombé amoureux d'une pute, et le film a été un putain de succès. Voilà. Avouez, Daniel Toscan du Plantier, il est amoureux d'Isabelle Huppert à un moment donné. Il fait des films, il met Isabelle Huppert dans les films. Ça, c'est vrai. Écoutez, Isabelle Huppert est une très très grande comédienne. Je pense que son début de carrière
n'a pas été handicapé par Daniel Toscan-du-Plantier. Au contraire. Voilà. Ben oui, bien sûr. Donc l'amour peut aider. Mais l'amour peut aider, mais François Truffaut a fait jouer des comédiennes avec lesquelles il vivait. Oui, c'était des souvenirs incroyables que tous ces comédiens, on pourrait parler de Guillaume Gallienne, vous allez avoir un succès phénoménal aussi avec son film. Enfin, il y a des choses comme ça, Guillaume sont Gallienne, des rencontres. Alors, Guillaume Gallienne, vous en parlez, parce que je pense que, je disais tout à l'heure que très souvent, les réalisateurs voudraient être les auteurs, voire interpréter eux-mêmes. Et je pense qu'il y a très peu d'hommes ou de femmes qui peuvent à la fois être interprètes, auteurs et réalisateurs. Guillaume Gallienne dans Les garçons et Guillaume à table, eh bien oui, c'est l'équivalent d'un Sacha Guitry ou de Charlie Chaplin. Oui, c'est fabuleux dans votre parcours. Hein. C'est évidemment tout ce dont on se parle, Nicolas Seydoux, c'est la passion des salles. Vous racontez aussi comment vous voyez des salles disparaître sur les Champs-Élysées, comment vous allez inaugurer les multiplex, comment vous ne croyez pas au départ à la carte, je ne sais plus, l'abonnement continu. Il y a des enjeux industriels, le cinéma est menacé aujourd'hui. Il faut d'abord que le cinéma reste cinéma. C'est-à-dire que une œuvre destinée au cinéma, les cinémas en ont l'exclusivité pendant un certain temps. Si la plateforme sort le film en même temps, comme certains ont voulu le faire aux États-Unis, il est évident que les parents ne donneront plus les dollars ou les euros nécessaires aux enfants pour aller au cinéma. Bon. Mais le cinéma, pour moi, c'est une émotion collective. Et même si aujourd'hui on sait qu'on peut regarder à distance la même série, je veux dire, on est ensemble dans le noir, dérangé par rien, et on sort de là, on a aimé, on n'a pas aimé. Si on n'a pas aimé, le film est mort. Mais avant, on a décidé ensemble d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a une démarche volontaire de faire ensemble quelque chose. Et de se retrouver avec des inconnus dont on va partager l'émotion, parce que c'est vrai que si dans la salle vous commencez à entendre des petits bruits, c'est que l'émotion n'est pas tout à fait là. Oui. Si en revanche, moi je me souviens de la fin, je prends un film américain, mais de Titanic, où vous avez des secondes et des secondes de silence, alors que le film dure 3h15, hein, et que toutes les femmes de 7 à 77 ans, elles sont tombées amoureuses de Leonardo DiCaprio, vous savez qu'ils vont non pas au succès, mais au triomphe. Voilà. C'est-à-dire qu'on disait, le grand succès ne se mesure pas aux applaudissements immédiats, mais au silence qui suit la représentation, théâtre, opéra, bon, cinéma, c'est la même chose. Et donc je crois absolument à l'avenir du cinéma, mais il faut que ceux et celles qui font du cinéma ne confondent pas œuvre audiovisuelle et cinéma. La France a mis 2 œuvres qui étaient des œuvres télévisuelles au départ. Le premier film de Spielberg, Duel, il était sorti aux États-Unis à la télévision et on en parlait pas beaucoup. Bon, et c'est grâce au Festival d'Avoria et au fait que le distributeur français s'est dit mais là, il faut le sortir dans les salles, que Duel, qui est quand même un film, donc je crains que beaucoup de vos téléspectateurs ne l'aient pas vu. Oui. Qu'ils le voient. Un camion sans conducteur qui traque un automobiliste. Pas de dialogue. Pas de dialogue. Aucun comédien connu. Un réalisateur totalement inconnu. Vous avez simplement l'expression du génie, et je pense que Spielberg est probablement un des plus grands réalisateurs de cette génération. Un film que la France a présenté aux Oscars, c'est La Passion de Dodin Bouffant, un film Gaumont, Trananung, que j'ai trouvé magnifique film. On a reproché à la France d'avoir présenté ce film plutôt que Anatomie d'une chute. Écoutez, il ne m'appartient... D'abord, c'est une commission totalement indépendante qui a pris cette décision. Il se trouve que Dodin Bouffant n'a pas été retenu pour les Oscars. Et j'espère qu'Anatomie d'une chute, qui pour le moment a déjà un certain nombre de récompenses, si elle en a encore une de plus, je ne peux que m'en réjouir. Oui, mais c'est un film magnifique, La Passion d'Odin Bouffant. Il faut dire à tous d'aller le voir, c'est d'une beauté. Eh bien, il faut dire à tous d'aller le voir. Et alors, vos collègues étrangers avaient ce sentiment, vos collègues français, beaucoup moins. Oui. Oui, mais c'est vrai, parfois, pas toujours d'accord avec mes collègues critiques, mais un mot sur... Vous avez, à un moment donné, vous battre pour l'exception culturelle. À Avignon, vous fondez un forum, et vous n'êtes pas aidé des pouvoirs publics. À un moment donné, c'est vrai que l'État
qui finance beaucoup le cinéma français, parfois mal, n'est pas à la hauteur. Attendez, alors 2 sujets. L'État ne finance pas le cinéma français. Largement, il y a des Le films fonds de de pas se soutien, faire. le fonds de soutien n'est pas l'argent de l'État. C'est un argent qui vient du spectateur et du téléspectateur et pas du contribuable. Sinon, alors on dit que le cinéma est taxé à 16,5%. Le cinéma est taxé à 5,5%. Et il y a le fonds de soutien, invention géniale de l'après-guerre, 1947-1948. Ce n'est pas l'argent du contribuable. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, alors le Forum d'Avignon, il a été créé grâce à un ancien ministre de la Culture, Renaud Dognaud-de-Vabre, et avec l'appui de Christine Albanel, qui lui succédait immédiatement. Après, pour des raisons qui m'échappent, avec la présidence de François Hollande, on a imaginé que c'était une affaire sarkozyste. Bon, je trouve absolument désolant que le Forum d'Avignon n'existe plus. Je cite certains témoignages de personnes qui venaient... alors, j'ai cité plutôt des francophones parce qu'ils s'exprimaient en français. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avions des Chinois, nous avions des Indiens, nous avions un rassemblement de 400 personnalités du monde entier. Pourquoi 400 ? Parce que nous ne pouvions pas en recevoir plus. Et je trouve tout à fait dommage qu'il n'existe plus. Mais un mot, c'est Oppenheimer, le succès d'un film américain qui finance... des films d'auteurs. Mais oui. Parce que je crois que c'est 40 millions d'euros qui rapportent le succès d'Oppenheimer pour qu'on puisse faire des films d'auteurs. Alors que ce cinéma populaire qui triomphe est souvent, encore on le disait, critiqué. Alors que c'est lui qui finance. Nous n'allons pas rentrer dans une technique très, très compliquée. Le fait est, c'est que le système du fonds de soutien est un système génial. J'aimerais simplement que les pouvoirs publics accepte l'idée, évidemment que c'est une taxe, le cinéma peut pas, mais accepte l'idée que c'est une taxe affectée qui n'est pas payée par le contribuable, mais par celles et ceux qui vont au cinéma, qui regardent la télévision, donc les télévisions et les plateformes. Oui, Nicolas Seydoux, avant de se quitter, voici ce livre, Le cinéma, 50 ans de passion chez Gallimard, c'est absolument incroyable. Allez, un petit souvenir, quelque chose, un souvenir de cinéma, celui peut-être qui vous revient de votre enfance, ou un moment très fort que vous ne pourrez jamais oublier. Le moment très fort, c'est que La Belle et la Bête, je n'ai pas vu la fin. C'est-à-dire que je suis tellement impressionné par le réalisme de ce film que le petit garçon que je suis se couche dans la rangée pour ne pas voir la bête dévorer la belle. Et que mon frère, ma sœur ou ma grand-mère, je ne sais pas lequel des trois, me tape sur l'épaule pour que je me redresse pour voir la fin, puisque finalement, c'est la belle qui triomphe. Vous le savez maintenant. Maintenant, je sais que Jean Marais n'était pas un monstre. Nicolas Seydoux, le cinéma, 50 ans de passion, la culture est à l'humanité, ce que l'amour est à la vie, chez Gallimard. C'est un livre absolument merveilleux pour ceux qui aiment le cinéma. C'est une tranche de vie, plein de souvenirs. Incroyable, Nicolas Seydoux. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.